Bon, ben c'est parti. On est parti avec des réseaux de neurones. En fait, avant de commencer, je vais passer ici. Puis là, je sais que ça va me prendre. Et ouais, c'est le fun, hein? Je peux faire des petits effets. Yeah, je peux même faire mieux que ça. Je peux me déplacer. Ouh, ouh, ouh. OK. Donc, les réseaux de neurones, oui, c'est ça. Moi, mes neurones vont. C'est à la fin de la journée, il est rendu 8h05. Si je me tasse, là, vous voyez qu'il est 8h05. On est jeudi. Après l'examen, j'ai eu plein de choses que je devais faire, dont manger. Puis, donc, est terminé le fascicule qui est là, mais est pas terminé comme je voudrais, mais bon, ça va être comme ça. Ça vous donne quand même le topo, puis on raffinera au fil du temps. Je vais rajouter, il va y avoir des vidéos de mise en route, on va dire, des réseaux de neurones. Mais je vais m'attarder surtout là sur un peu la théorie. De toute façon, c'est un cours théorique. Puis durant le lab, on va le faire, je vais le faire avec vous en vidéo, puis vous allez le faire en même temps durant le laboratoire, plus qu'une fois en fait. Moi, je vise qu'on soit capable d'entraîner au moins pour le prochain lab là, deux systèmes différents. C'est pas, ça dépend du système. Là. Des systèmes qui sont pas longs. La mise, l'entraînement du sinus, c'est pas très long, c'est le Hello World. Vous avez aussi un autre système de base là, qui est intéressant là, pour se faire la main. Puis, c'est ça. Vous allez faire peut-être 4 entraînements, peut-être plus là, d'ici la fin de la session. Fait que ça devrait être pas pire. Donc, j'avais pensé à des affaires au début de la session. Je me rends compte que, bon, je vais y avoir touché, mais je vais pas, peut-être pas de la même façon que ce que j'avais prévu. Mais, tu sais, vous avez entendu parler du perceptron au dernier cours. J'en ai parlé dans mes acétates. Réseau de neurones à une couche cachée, multicouche, réseau profond. Vous avez déjà une petite idée, là. Je vais revenir là-dessus, puis c'est ça, voilà. Donc, le but visé, c'est de vous rendre opérationnel dans le sens que ça vous permet de comprendre ce que vous faites un peu plus. Donc, c'est la théorie de ce que vous allez faire. Euh, Ce qu'on va utiliser, moi j'utilise en ce moment ce livre-là, TinyML. C'est un livre qui vaut quand même assez cher. J'utilise pas tout de ça. Comme j'ai déjà expliqué, j'en ai d'autres là que j'utilise aussi. Donc, mais TinyML, c'est pas mal ma référence de structure puis de base. Fait que grosso modo, ce que vous allez voir là, c'est pas mal un résumé du chapitre 3 là, du livre. Puis, c'est remâché aussi pour le dire dans des mots français. Je mets les mots français puis je mets les mots en anglais. Comme ça, ben, vous allez être capable de comprendre dans les deux domaines. Si vous allez en Europe, ben, vous allez avoir en français. Puis si vous êtes aux États, puis au Canada anglais, ben, vous allez avoir. Donc, en tout cas, bref, vous allez être bilingue là-dessus. On va utiliser, nous, l'Arduino Nano 33 BLE Sense. C'est tout un nom. C'est un nano, donc il y a le même pénal qu'un nano, mais 33 parce que c'est un 3.3 volts plutôt qu'un 5 volts. BLE parce qu'il y a un Bluetooth BLE, Low Energy. Et Sense parce qu'il y a plein de capteurs dessus, puis c'est ça qui nous intéresse. On va pouvoir faire de l'intelligence artificielle à partir de plein de capteurs, dont un micro. On le voit très bien ici, ça c'est un micro. Vous avez un capteur d'intensité lumineuse, vous avez un gyroscope, un accéléromètre. Je pense même qu'il y a un capteur de pression. Euh, Bref, il y a vraiment plein de capteurs qui sont intéressants là-dessus. Donc, on va s'en servir pour faire tout ça. Puis, j'ai fait acheter aussi, mais on fera pas ça cette session-ci, mais peut-être dans une session qui s'en vient. Je vais faire l'étude d'un capteur qui est ce que vous connaissez beaucoup, parce qu'on s'en sert en ce moment.
Une caméra. Elle se branche dessus sur le BLE. Donc, puis j'ai des exemples dans le TinyML. Fait que je vais m'en servir. C'est bon? Fait que, ben, je vais m'en servir. Pas là, désolé, j'annonce. C'est comme Radio-Canada, j'annonce les émissions de Radio-Canada. Mais moi, j'annonce les cours que je vais donner. C'est une pub. OK. Qu'est-ce que l'apprentissage machine? Donc, vous allez entendre parler souvent de deep learning, d'apprendre de machine learning. C'est tout à peu près la même sauce. En fait, ça fait longtemps que ça existe. Le machine learning, moi, quand j'ai fait techno il y a plusieurs années, on parlait d'intelligence artificielle, puis on entendait parler des neurones déjà. Ça n'a pas changé. Le neurone est encore le même neurone qu'il y a 30 ans, 60 ans même. 60 ans, j'exagère-tu? Non, j'exagère pas. C'est le même neurone. La seule différence, c'est qu'on a des capacités d'en faire des calculs. Ça a changé. À peu près en 2007, 2008, 2012, là, fin de la première décennie 2000, il y a vraiment eu un essor là-dedans parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à une couche de neurones cachés. Ça, c'est une couche. Okay? Moi, quand j'ai fait mon cours, on parlait de ça. Quand on parlait de deux neurones, quand j'ai fait mon cours, on était pas mal dans... En fait, j'ai fait en 2007. Fait que je l'ai fait dans le balbutiement du deep learning. Mais on n'en parlait pas encore tant que ça. Ben, on n'en parlait pas, en fait. On parlait pas de deep learning, on parlait d'intelligence artificielle. Et c'est ça. Avec Benjio et compagnie, j'ai les trois quelque part dans les trucs. Il y a eu... Eux, ils ont pris des gros systèmes, puis ils ont mis plusieurs neurones sur plusieurs couches. Donc, vous avez vu la dernière présentation que j'ai faite, chaque neurone est capable de faire une droite linéaire ou en tout cas une partie d'une courbe. Fait que plus il y en a, plus je suis capable de faire des contours. Puis ensuite, une fois que j'ai des contours, si j'ai d'autres neurones en profondeur, je peux reconnaître des contours puis les classifier ces contours-là. Fait que c'est pour ça que maintenant, on est capable de reconnaître des visages, on est capable de reconnaître des êtres humains, on est capable de reconnaître des objets, des lignes, à travers tout. On est capable même de juste des portions d'objets, on est capable de les reconnaître. Ils sont cachés derrière un meuble, mais on voit une partie, on dit « Hey, il y a une plante en arrière ». Donc, pourquoi? Parce qu'on est capable d'avoir de la reconnaissance de parties d'objets à cause du fait qu'on a plein de neurones en profondeur. Et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning. Okay? Les deep networks. Ça, c'est un exemple, là, mais il y en a plein d'autres. Vous voyez que c'est tout interconnecté. Donc, chaque connexion a un poids. Chaque neurone se calcule de la même façon. Hein, vous avez ici l'entrée X fois le poids. Ça, c'est un seul neurone. Chaque rond que vous voyez ici, là, c'est ça. Okay? Ça veut dire que chaque entrée, vous voyez ici, là, comme j'ai 4 entrées, ben, ça veut dire que j'ai exactement ce que vous avez là. J'ai 4 entrées. Chaque entrée va avoir une pondération, un paramètre, un poids. Et ce paramètre-là va être multiplié à la valeur de l'entrée. Donc, je l'ai mis dans la présentation. Vous y retournerez voir. Il y a une équation. C'est xi fois le poids i plus xi plus 1 fois le poids i plus le poids de i plus 1, ainsi de suite. Donc, c'est xw plus xw plus xw plus xw plus que j'ai d'entrée, plus que j'ai de sommation, multiplication. Donc, on appelle ça multiply accumulate, MAC. Bien souvent, vous allez voir ça. Il y a des DSP qui servent à ça, mais maintenant, il y a des AI, c'est AI Processing Unit. Donc, en tout cas, chaque compagnie, présentement, là, il y a un essor, là, chaque compagnie a ses affaires. Donc, grosso modo, ça, c'est quand même assez complexe. Vous voyez que j'ai une sommation, multiplication ici.
Puis ensuite, la valeur qui va être là va passer dans une fonction d'activation. La fonction d'activation, j'en ai parlé aussi au dernier cours, c'est la fonction qui vous permet de dire quelle est la valeur que je vais sortir. C'est pas directement la valeur qui est ici. Je peux changer un peu le comportement. Ça me permet d'avoir plus d'ajustements parce que je peux changer justement le seuil. Il manque quelque chose sur mon dessin ici, c'est mon billet. Là. Je peux rajouter un billet. Bien souvent, on s'en sert pour faire un offset sur nos valeurs. Ça nous permet de calibrer, entre guillemets, parce que c'est pas nous qui le font, c'est l'apprentissage qui le fait. Donc, ça lui permet d'avoir un meilleur ajustement sur la calibration du neurone. C'est bon? Fait que, qu'est-ce que l'apprentissage machine? C'est la manière de faire apprendre à notre réseau complet de neurones. En fait, c'est toute l'étude au complet. C'est pas juste la manière d'apprendre, mais c'est tout le processus de faire apprendre un réseau de neurones. Donc, vous allez voir, vous allez passer à travers. En 2 semaines, là, vous allez en faire quand même pas mal parce qu'on justement, on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Okay? Plus vite, pas dans le sens que ça traite l'information rapidement, quoique c'est vrai, mais plus vite parce qu'on n'a pas à coder le réseau de neurones. On utilise un outil qui est TensorFlow, qui nous génère un réseau de neurones. On lui fait juste donner des paramètres, puis il va le générer, puis il va le modéliser. D'ailleurs, on appelle ça un modèle. Okay? OK. Donc, l'apprentissage machine, c'est un programme qui utilise qui modélise un perceptron, plusieurs perceptrons, en fait, en un réseau. On le modélise en dessin, on va le dessiner comme ça ici, là, mais évidemment, c'est du code. Ça va être du C, ça va être du Perl. Pas du Perl, j'espère que c'est pas du Perl. Du Python, puis ça peut être du Java, ça peut être du VHDL même. Oui. Donc, cette approche n'est pas une solution miracle à tous les problèmes, cependant. En effet, les calculs nécessaires à la réponse d'un neurone demandent du temps au processeur. Il y en a là que parce qu'ils savent comment faire un réseau de neurones, là, tout passe par des réseaux de neurones. Le premier exemple qu'on va faire, ce n'est pas un exemple efficace d'utilisation d'un réseau de neurones. On va faire un générateur de sinus. C'est overkill de prendre 16 neurones pour faire un sinus, surtout qu'on choisit un neurone qui n'est pas adapté, mais c'est juste pour l'exemple. Okay? D'ailleurs, je veux vous montrer qu'est-ce que ça fait si j'utilise les neurones que ça prend adaptés avec la bonne fonction d'activation. En 4 neurones, on est capable de le faire apprendre. Je pense même qu'en 2 neurones, on est capable de le faire apprendre. Puis peut-être même 1. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est plus 2 neurones. En 2 neurones, on s'approche vraiment de la réponse. Donc, parce qu'on peut choisir la fonction d'activation. Sachez, par contre, que ces fonctions d'activation-là, c'est des équations mathématiques codées en C, codées dans un langage. Ce qui veut dire que même si on dit « Ah, j'ai juste 2 neurones », oui, mais t'as peu là. Chaque neurone, c'est une série d'addition-multiplication, plus la fonction d'activation qui, elle, peut être une sigmoïde. Écoute, il y a un sinus là-dedans. Fait il y a un sinus pour générer un sinus. T'en as 2. Fait que, tant qu'à faire, génère un sinus avec une table de sinus. Okay? Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je vous dis juste que certaines applications ne sont pas une bonne idée de l'appliquer à des réseaux de neurones. OK? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à part ça? En effet, les calculs nécessaires... Imaginez le temps de calcul du réseau complet. Imagine celui-là ici. Ça, je ne suis pas sûr si un microcontrôleur va être capable de faire le calcul. En tout cas, il va être beaucoup plus lent. Ça va prendre vraiment du temps. Okay, on peut quasiment le partir au chrono, là, d'après moi, le temps que ça va prendre pour faire le calcul d'un réseau aussi complet que ça. Okay. Puis non seulement ça, le temps pour faire l'évolution, bien là, évidemment, le temps pour faire l'évolution, c'est beaucoup de temps.
ça peut être plusieurs mois, hein, plusieurs années même. Il y a des équipes qui travaillent à faire des systèmes complexes. Imaginez les systèmes pour faire de la reconnaissance vocale en temps réel à la télévision. Euh, j'ai des collègues de l'université qui ont travaillé là-dessus au crime à Montréal. Puis c'est des équipes, là. C'est pas des petites équipes, là. C'est des méchantes équipes. Ils sont à peu près une trentaine à travailler sur un logiciel. Puis puis ils travaillent à optimiser l'apprentissage du système qui va reconnaître la voix, OK? Pour faire le closed captioning en temps réel. Euh, Par contre, c'est ça, c'est capable de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant. Maintenant, avec les réseaux de neurones, aussitôt qu'on a des systèmes qu'on n'a pas l'équation, qu'on connaît pas les relations entre les entrées et les sorties précisément, ben, un réseau de neurones va vraiment être capable de faire beaucoup de travail là-dedans. Okay? Un exemple que je vais prendre cet exemple-là tout le long de tout le long de la session, mais je vais pour le fascicule que vous avez là, je fais l'exemple d'un capteur d'humidité du sol. Le capteur d'humidité du sol est assez compliqué à faire avec une équation. Ça ne marche pas avec une équation. Il y a toujours un seul type que tu vas prendre. Tu vas prendre ton petit programme qui mesure l'humidité du sol avec une capacité ou quelque chose comme ça, puis il ne marchera plus. Il ne sera plus bon, il ne donnera pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que le type de sol influence la capacité que tu utilises pour faire la mesure d'humidité. À cause de ça, on peut pas trouver une relation unique pour sortir l'humidité du sol. Il faut être capable d'avoir des multiples relations, puis il n'y a pas une équation qui sort de ça. Par contre, si on était capable de faire apprendre un réseau de neurones qui va prendre en compte la capacité, le type de sol, la conductivité électrique et même la température, et pourquoi pas la température de l'air ou je sais pas moi, peut-être que ça peut influencer même la pression pour influencer quelque chose dans l'humidité du sol. Le vent pourrait faire en sorte, l'évolution de l'évaporation peut nous donner une indication sur l'humidité du sol. Ben, en tout cas, pas pour l'être humain, mais pour un réseau de neurones qui a appris avec des paramètres qu'on connaît la réponse, ben, il serait capable d'apprendre et de donner une réponse plus précise. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est un exemple que je vais récupérer tout le long de ce qu'on va voir là, prochainement. Je vais utiliser ça, le capteur d'humidité du sol avec la capacité, la conductivité thermique et la température. Je prends juste 3 paramètres. On pourrait en rajouter, mais juste à 3 paramètres, ça donne un exemple. Okay? C'est ça l'idée. Il y a plusieurs approches en apprentissage machine. On entend parler beaucoup de l'apprentissage profond. Bon, j'en ai parlé tantôt. C'est un apprentissage où est-ce qu'on a plusieurs neurones de profondeur, plusieurs rangées de neurones. Donc, il y a plusieurs couches cachées. On va essayer d'utiliser, pas sûr si on va avoir le temps d'ici la fin de la session, mais on va utiliser plusieurs approches d'apprentissage. En fait, on va ajuster les paramètres d'apprentissage surtout. Il y a plusieurs approches. On va surtout utiliser celle-là qui a par défaut dans TensorFlow parce que ça fonctionne à 90% du temps dans nos applications à nous autres. Fait que c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser l'outil Keras, qui est l'interface usagée de TensorFlow. Vous allez voir peut-être même que vous en rendrez pas compte, mais on va utiliser Keras et TensorFlow en même temps, un dans l'autre. Fait que, puis, on va en fait configurer un modèle. Ils appellent ça un modèle. Le modèle, c'est l'organisation du réseau de neurones, justement.
Donc, on va le configurer pour qu'il soit connecté d'une façon. Et c'est ça qu'on appelle un modèle. Vous allez voir, je vais parler de modèle tout le long de la session. Il reste 2 semaines. Tout le long du fascicule. Ouais. Puis, ce modèle-là, une fois qu'on va l'avoir, je dis fixé, mais le temps de l'apprentissage est fixé, mais ça se peut qu'on le modifie une fois qu'on va l'avoir fait apprendre. Ça se peut qu'il ne soit pas adéquat. Il va falloir le modifier puis le faire réapprendre. Okay? Mais on va donc on va le fixer. On va y faire passer des données qu'on connaît la réponse pour y donner l'apprentissage. Puis ensuite, on vérifie s'il correspond à ce qu'on veut. Donc là, je ne ferai pas le topo de tout. Là. C'est justement ça le but du fascicule, le topo de tout. Que d'ailleurs, le processus pour faire apprendre un réseau, ce sont ces étapes-là qui sont là. Il y en a 7. Donc, définir l'objectif et le but. C'est quoi tu veux que ça fasse au bout. Ensuite, une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux que ça fasse au bout, tu fais la collecte des données. Ça t'en prend beaucoup. Vous avez sûrement entendu parler du Big Data. Big Data, c'est un mouvement, en fait, qui a parti pour... même si tu n'as pas de réseau de neurones dans tes affaires, même si tu n'as pas d'intelligence artificielle dans tes affaires, prends des données. Emmagasine tes données pour qu'éventuellement tu en aies assez pour mettre un système de neurones et d'apprentissage. Prends des données. C'est ça que ça veut dire, le big data. C'est prends des données, prends-en beaucoup, ça en prend beaucoup. Puis, une des bases de données les plus importantes, c'est les images. Des images de toutes sortes d'affaires. Il y a eu un mouvement là, pour aller prendre des images sur la route parce que justement, on voulait faire apprendre des véhicules à conduire tout seul. Là, il y a des bases de données qu'on peut accéder sur Internet. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y en a de toutes sortes. Je ne sais pas s'il y en a dans le domaine de la physique. J'ai pas eu le temps de faire une recherche. Ça se peut. Donc, en tout cas, bref. Nous autres, on va prendre nos données. C'est ça qui nous intéresse le plus. Faire la collecte des données. On peut aussi donner une équation si on connaît l'équation. Mais c'est un petit peu, comment je pourrais dire, overkill. Parce que si tu connais l'équation, code-la. C'est bien plus simple que de faire un réseau. Mais bon, OK. Donc, faire la collecte des données, créer l'architecture du modèle, on va utiliser Keras et TensorFlow pour ça, faire l'entraînement, entraîner le modèle, convertir le modèle, parce qu'on utilise un Arduino. Les modèles sont faits pour rouler sur des méga machines qui n'ont pas de problème de calcul. Ben, pas de problème. En tout cas, ils ne sont pas limités comme un microcontrôleur. Nous, on veut prendre un microcontrôleur. Donc, on ne peut pas prendre des machines à tout casser à moins d'utiliser la view. Ça pourrait être une autre histoire. Ça sera peut-être un de mes mandats éventuellement de faire de l'apprentissage machine dans un réseau de neurones qui tourne dans la view. Ça doit se faire. Mais je ne suis pas rendu là. Donc, on doit convertir le modèle pour le faire rentrer dans l'Arduino Nano. Je le regarde en passant, ceux qui se demandent qu'est-ce que je regarde, je suis très visuel, hein? Fait que j'ai mon petit Arduino à côté de moi. Il est ici, voilà. Fait que des fois, je me vire vers, mais ça n'a pas rapport, vous le savez pas tout le temps qu'il est là. Là, il est de ce bord-là maintenant. Donc, convertir le modèle, puis une fois qu'il est converti, on fait l'inférence, on exécute l'inférence. L'inférence, ça veut dire, une fois qu'il est converti, on a le code. Si on a le code, ça veut dire que mon réseau de neurones, il existe. Donc, c'est une inférence de ce modèle. Le modèle était un peu vaporeux dans Keras, mais là, maintenant, il existe, il est dans un support réel électronique. Il existe, c'est ce qu'on appelle une inférence. Il a été inféré. Il a été mis au monde. J'ai mis au monde un réseau de neurones. Okay? Donc, j'exécute l'inférence pour voir si il se comporte comme je l'ai entraîné. Donc, je dois l'évaluer, le déverminer, le débugger, déverminer.
Et s'il n'est pas bon, je recommence. Je check si mon but était bon, puis ainsi de suite. Puis là, je vais faire ça, comme ça. Fait que voilà. C'était pas mal les étapes. J'arrête là, puis je vais continuer dans une autre vidéo pour les décrire un peu plus en détail. OK? Parce qu'il y a des détails par rapport à ça. Je reviens là-dessus. À tantôt!